Bienvenue sur JurassicPark.fr, c'est le podcast numéro 23, et cette fois, on revient aux origines de la licence. Je suis Florian, alias Laharis. Avec moi, il y a Thomas, alias TotoJP sur le forum. Bonjour. Il y a Jay de la chaîne Jurassic Park. Salut. Et on accueille Nicolas Allard, co-auteur du livre Jurassic Park et les sciences, paru il y a quelques mois. Bonjour à tous. Donc le voilà enfin, le podcast sur les livres de Michael Crichton qu'on repousse depuis des années maintenant. Avec la réédition des livres au format poche le 12 juin, on s'est dit que c'était le bon moment pour le faire, et quoi de mieux que d'inviter la personne qui va en signer la préface, Nicolas. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très content d'être là avec vous pour parler des romans. Et puis, j'aime beaucoup le site JurassicPark.fr que je suis vraiment depuis de nombreuses années, même si je participe pas au forum. Et donc, c'est un plaisir d'être là pour parler de ces deux beaux textes avec vous. Eh bien, merci beaucoup. On va essayer d'en parler au mieux et d'être constructif et instructif sur le sujet. On peut commencer par revenir peut-être sur la carrière de Michael Crichton, qui il est, quels livres, quelles œuvres il a réalisé auparavant, et petit à petit ce qui l'a amené à écrire Jurassic Park. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer sur le début de la carrière de Crichton. Moi, je veux bien en dire quelques mots, puis je pense que vous pourrez compléter. Ce qu'on peut peut-être... Donc, c'est un écrivain américain qui est né en 1942 à Chicago, qui s'intéresse en fait à la littérature depuis son enfance, mais sans nécessairement que ce soit dans un premier temps dans l'idée d'en faire sa carrière, que ce soit en étant enseignant de littérature ou écrivain. Et il va donc commencer surtout des études de médecine qu'il ne mènera pas à son terme, mais parallèlement, comme il a toujours cette passion pour la littérature, il va composer un certain nombre de textes, certains par le biais de pseudonymes et d'autres ensuite avec son propre nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début de sa carrière, alors il a un intérêt pour la science-fiction, c'est vrai, mais il va composer des textes qui sont assez différents. Il y a des textes notamment qui portent plutôt sur ce qu'on pourrait appeler des romans un peu d'espionnage à la Ian Fleming, qui vont faire penser justement aux textes de l'univers de James Bond, des récits qui portent également aussi sur le milieu médical, et puis des textes qui montrent déjà chez lui assez tôt un intérêt pour l'aventure. Donc avant Jurassic Park, il va y avoir des textes importants qu'il va publier, notamment un des plus célèbres et qui a des liens d'ailleurs avec Jurassic Park, c'est Congo, qu'il a écrit quelques années donc avant le texte qui nous intéresse ici. Mais c'est vraiment Jurassic Park maintenant qui demeure son ouvrage le plus connu et le plus vendu à l'international, même si voilà, avant d'être l'auteur de Jurassic Park, il a quand même déjà une belle carrière littéraire qui était déjà bien présente, et qui fait d'ailleurs qu'il a obtenu pour certains livres une reconnaissance internationale, que ce soit avec des prix ou tout simplement en étant l'auteur de best-sellers. On peut penser aussi à La Variété Andromède. C'est déjà, au moment où Jurassic Park est publié, un grand écrivain de science-fiction. Oui, effectivement, je crois que c'est au moment de La Variété Andromède, je crois que c'est le premier livre qu'il publie sous son vrai nom. Et à l'époque, il est encore en train de faire des études de médecine, et c'est ce qui va le décider finalement à lâcher ça pour se lancer, vivre de son écriture, si je ne me trompe pas. Oui, dans son parcours, ce qui est notable aussi, c'est effectivement qu'à un moment, il se destine à des études de médecine et à une carrière plutôt orientée scientifique, et pour certaines raisons, alors que j'ai pas forcément en tête, il va en être déçu de ce milieu scientifique, ce milieu de la médecine, et c'est quelque chose qui va se ressentir par la suite dans toute son œuvre, je pense. À noter aussi que ici, Jurassic Park a été adapté. Il a eu beaucoup d'œuvres qui ont été adaptées au cinéma, mais lui-même avait une certaine vision, un certain attrait, vu qu'il avait produit Westmond, donc cette histoire de parc thématique où on peut se replonger au western, qui finit par mal tourner et qui est aussi une espèce de parc, comment dire,
pour que les plus riches puissent toucher l'impossible du doigt. Mais même avant ça, en fait, j'avais lu que ses premiers bouquins qu'il avait publiés sous un pseudonyme, en fait, c'était des récits très très courts qu'il voyait de lui-même comme un film, en fait, qu'on pourrait regarder le temps d'un vol en avion. Il faisait déjà un attrait vers un format cinéma, en fait, qui fait que tout était lié. Il était destiné à finir adapté, je pense. Ouais, Oui, c'est... oui. Ouais, non, j'allais rebondir sur ce que tu disais un petit peu, Jay, sur le sens où il avait capté une formule et qu'il arrivait à décliner par la suite. C'est quelque chose dont il me semble, il était très conscient. Lui-même se voyait pas comme un grand écrivain, mais quelqu'un qui avait pigé la formule pour que ça marche, pour écrire une histoire qui captive. Et finalement, ce qui lui l'intéressait, c'était tout le travail qu'il y avait avant, tout le travail de recherche sur un domaine. Il y passait des mois et des mois, et une fois qu'il maîtrisait ce domaine, il se disait, bon, bah, j'applique la formule pour raconter une histoire sur ce thème-là. Et finalement, le temps d'écriture, ça lui prenait que quelques semaines. Et c'était très réduit par rapport au temps qu'il avait passé à étudier le sujet. Oui, exactement. C'est quelqu'un, en fait, moi j'avais écrit précédemment un livre sur Jules Verne et je m'intéressais beaucoup à l'héritage de Jules Verne. Et par certains aspects, c'est un héritier de Jules Verne. D'ailleurs, c'est un écrivain, Michael Crichton, qui est francophile et qui connaissait bien la littérature française. Et il est dans la même perspective, c'est-à-dire que c'est quelqu'un comme Jules Verne qui se documente beaucoup avant d'aborder un sujet. Donc il connaît bien, c'est vrai, les sujets médicaux. Et c'est pour ça qu'il est souvent très précis dans ses descriptions de blessures, d'opérations dans ses différents textes. Et pour Jurassic Park, il s'est très longuement documenté, que ce soit d'un point de vue paléontologique ou génétique. Il aime maîtriser les sujets qui sont les siens, mais effectivement, comme un certain nombre d'écrivains américains, nous on a un peu une perspective différente en France. Il ne considère pas que soigner son style, ce soit absolument sa priorité. Il va plus s'attacher à une histoire et à veiller à ce qu'elle soit la plus rigoureuse possible d'un point de vue scientifique, même si bien sûr il est conscient d'écrire de la science-fiction. Et là, c'est une perspective qui est donc la même que Jules Verne, parce que Jules Verne savait très bien, par exemple, à son époque, qu'il n'était pas possible aux hommes de se rendre dans l'espace et d'atteindre la Lune, mais il va quand même se documenter auprès des grands scientifiques de son époque, alors que si on prend une autre figure majeure de la science-fiction comme H.G. Wells, il est vraiment dans l'idée, lui, que on peut raconter un peu ce qu'on veut parce qu'on est en science-fiction, alors que Crichton et Verne, eux, sont vraiment dans un regard assez rigoureux vis-à-vis de ces œuvres de l'imaginaire. Pour compléter, même s'il applique une formule, il est... pardon, je cherche mes mots, il est relativement érudit en termes de littérature, parce que bien souvent, il va avoir tendance à copier, entre guillemets, ou à s'inspirer très fortement, à réinterpréter des œuvres préexistantes en y infusant le sujet qui l'intéresse. Typiquement, on parlait de Congo tout à l'heure, il me semble que c'est un petit peu une réinterprétation moderne du livre Les mines du roi Salomon. On a l'histoire qui a donné le film Le 13e guerrier, qui est elle-même inspirée de Beowulf, et puis Le monde perdu, évidemment, de Conan Doyle. Oui, exactement. On peut évoquer peut-être une œuvre particulière, en tout cas avec la perspective qui nous intéresse, une œuvre un petit peu particulière dans les débuts de la carrière de Crichton, Dragontis, Dents de dragon, qui est déjà dans les années 70, à l'époque où il n'est pas forcément connu. Alors j'ai un peu du mal avec la chronologie, mais il me semble qu'il n'était pas connu à cette époque-là, où il s'intéresse une première fois à la paléontologie, et notamment à ce qu'on avait appelé la guerre des os, qui était la rivalité légendaire entre deux grands paléontologues à la fin du 19e siècle. Et il en a tiré un roman, donc Dragontis, qui à l'époque était resté dans les cartons. Il ne l'avait pas édité, peut-être parce que il estimait qu'il n'était pas assez bon, mais on a eu la chance de pouvoir lire ce roman parce qu'il a été réédité à titre posthume. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le lire, vous ? Non, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement. Non plus. Oui, je l'ai lu. Et je sais pas, tu veux qu'on en dise quelques mots peut-être, enfin, oui, ou on chacun, peut en dire quelques mots. Parmi ceux qui l'ont lu, dire un peu ce qu'on en a pensé peut-être. Ouais, je t'en prie.
Moi, alors effectivement, donc le titre français, il a été publié en 2021 en France, c'est Dents de dinosaures. Et comme tu l'as bien rappelé, ça raconte un petit peu les premiers temps de la paléontologie. C'est un récit assez étonnant parce que à la fois, ça fait vraiment penser presque à un western par certains aspects, parce qu'on est dans le Grand Ouest américain, on a les paysages que l'on trouve habituellement dans les westerns, que ce soit les récits ou les films. Et on a quand même donc cette dimension paléontologique qui souligne, au moins dans un premier temps, et pour nous c'est intéressant, que il a quand même depuis un certain temps déjà un intérêt pour le monde des dinosaures, de la paléontologie, parce qu'il s'était beaucoup documenté pour écrire ce texte de nouveau. Et d'ailleurs, tu posais un peu la question des raisons pour lesquelles il ne l'avait pas publié. Une des hypothèses qui est souvent évoquée, c'est qu'en fait, il n'a pas su véritablement quoi faire de ce texte, qui était à la fois une fiction et en même temps presque un livre documentaire. Et on sent en lisant Dans le dinosaure qu'il y a un peu cette hésitation tout au long du récit, entre la volonté peut-être de d'écrire très fidèlement cette rivalité entre deux célèbres paléontologues, et la volonté aussi quand même de proposer sa propre histoire avec des personnages de son propre cru, et une volonté de dynamiser un petit peu ce qui pourrait sinon sembler un pur documentaire, un récit purement historique. Donc moi je trouve que ce n'est pas son texte le plus abouti, c'est pas non plus son récit qui est le plus emblématique finalement de ce qu'il aime bien faire, à savoir les techno-thrillers, parce que là il peut pas le faire étant donné que il décrit des scènes qui se déroulent au 19e siècle et qui ne peuvent pas du tout être contemporaines du moment où lui-même a écrit le texte. Mais par contre, quand on connaît Jurassic Park et qu'on aime Jurassic Park, c'est assez drôle quand même de lire ce texte de jeunesse et de voir que, il y a déjà quelque chose qui l'intrigue finalement dans ce monde des dinosaures et de la paléontologie. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Comme tu dis qu'il peut peut-être pas trop s'exprimer, enfin exprimer ce qu'il a l'habitude d'exprimer parce qu'il est dans le carcan documentaire. Je trouve que ça se ressent beaucoup dans la structure même du livre. La première moitié, en tout cas la première partie, suit vraiment les deux paléontologues. On passe d'une équipe à l'autre et on retrace les découvertes historiques telles qu'on imagine qu'elles se sont réellement passées. Et au bout d'un moment, on sent qu'il a besoin de se débarrasser de ça. Et finalement, le personnage principal décide de quitter les deux paléontologues et va vivre ses propres aventures. Et ça devient une histoire de passage à l'âge adulte, comme tu le disais, où il se retrouve à affronter des cow-boys en duel dans un petit village. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ouais, on sent que, comme tu dis, il y a cette volonté un peu de s'affranchir. En fait, la base de son récit, c'est une base historique, mais on voit bien qu'il a quand même envie de mettre sa patte d'auteur, ce qui est logique. Il se perçoit pas du tout comme un historien, voilà, ou même un historien des sciences. Et donc, il y a cette volonté-là ensuite de créer sa propre histoire, mais ce qui ferait qu'on a un peu un récit bicéphale à deux têtes. Donc c'est pas inintéressant du tout, mais on voit bien que c'est un texte fondamentalement, s'il avait vraiment voulu le publier de son vivant, qu'il aurait sans doute retravaillé, je pense. Oui, c'est sûr. Mais effectivement, comme tu disais, c'est sa première incursion, en tout cas dans le monde de la paléontologie et des dinosaures au sens large. Et suite à ça, donc sa carrière va décoller, il va écrire les livres dont on a parlé déjà un petit peu, et à un moment, il va se retrouver à devoir écrire un scénario pour un film. Alors je ne sais pas si c'est de son initiative ou si c'était une commande, mais son idée de départ, c'est de faire renaître un ptérodactyle à partir d'un œuf. Il me semble même qu'à la base, l'idée, en fait, si je me souviens bien, elle vient déjà quelque part du fait de retrouver un insecte dans de l'ambre fossilisé. En fait, il voulait raconter une histoire de clonage d'un ptérodactyle à base de gènes qui auraient été retrouvés dans un ptérodactyle entièrement pris dans l'ambre. Comment dire, et l'histoire d'amitié entre un gamin et ce ptérodactyle qu'il va se retrouver à élever. Il me semble que c'était les premiers jets. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si on connaît exactement des versions bien distinctes, mais effectivement, au départ, il y a cette idée de ressusciter un ptérodactyle à partir. Alors, je sais plus si c'était le ptérodactyle entier ou un œuf. Et il y a également cette
idée qui a longtemps été rattachée au projet, qu'il y avait une histoire d'amitié effectivement entre l'enfant et le ptérodactyle, ce qui l'a bridé pendant longtemps. Et c'est quand il s'est libéré de cette idée-là qu'il a eu le déclic, il me semble, pour se rapprocher de l'histoire de Jurassic Park qu'on connaît maintenant. Oui, oui, exactement. Et il faut rappeler d'ailleurs que Jurassic Park, de tous les textes de Crichton, c'est celui qui a eu la maturation la plus longue. Alors peut-être que c'est aussi pour ça que c'est un texte qui est particulièrement abouti et qui a vraiment marqué ses lecteurs et les générations ultérieures. Parce que quand il avait ce projet dont vous avez bien parlé, il a soumis ce texte en fait à son entourage, ses proches, ce qu'il avait l'habitude de faire. Et personne n'aimait en fait véritablement l'idée, notamment le fait d'avoir le point de vue d'un enfant. Lui, il y tenait beaucoup parce que il a toujours été fasciné, il l'a dit dans plusieurs interviews, par le fait que quand il était dans un muséum d'histoire naturelle et dans les galeries de paléontologie, les enfants connaissaient par cœur les noms des dinosaures et parfois des noms en latin assez compliqués, alors que leurs parents étaient incapables de dire la même chose. Et donc, il a toujours associé Jurassic Park au monde de l'enfance, qu'on perçoit d'ailleurs dans ces deux romans, puisqu'il y a systématiquement des enfants. Même dans le deuxième, Le Monde Perdu, on pourrait se dire ils ont difficilement leur place, vu la mission qui est mise en place ici. Et simplement, en fait, à mesure qu'il retravaille son texte au cours des années 80, parce qu'il commence vraiment à travailler sur Jurassic Park en 1983 pour une publication qui va intervenir en 1990. Donc c'est vraiment un temps de travail sur le livre qui est très long. Et bien, à ce moment-là, quand il voit vraiment que tout le monde repousse son idée, rejette son idée, alors que lui, il y tient vraiment, il n'abandonne pas du tout ce projet, il y croit très fortement, c'est là où effectivement il se dit, il faut que je change, il faut que je rende le récit beaucoup plus adulte, que je laisse tomber le point de vue d'un enfant. Et puis il y a ce déclic aussi avec le parc. Ce qui, pour moi, tout à l'heure, ça a été évoqué, c'était très juste. Il y a effectivement la référence à Westworld, donc, qui est son premier film qu'il réalise pour le cinéma au début des années 70. Il avait envisagé dans un premier temps d'en faire un roman et puis il s'est rendu compte que finalement c'était beaucoup plus un texte qui aurait un intérêt visuel qu'un intérêt narratif. Il trouvait qu'il n'y avait pas une énorme profondeur à ce projet, qu'il valait mieux en faire un film. Mais il a toujours gardé un peu en tête l'idée qu'il pouvait faire un Westworld romanesque et donc il va s'inspirer de ça pour Jurassic Park. Et puis aussi, on n'en a pas parlé, mais parmi ses sources d'inspiration potentielles, lui-même ne s'est jamais exprimé à ce sujet, mais sans doute pour des questions aussi de plagiat. Il y a le roman Carnosaur qui est publié avant Jurassic Park et donc qui est écrit par un écrivain australien qui n'est pas connu du tout du grand public. Et ce roman est quand même le premier à envisager la renaissance des dinosaures par le biais de la génétique. Et avec l'idée également de faire une sorte de parc. Alors là, ce serait plus un parc un peu privé. Et il est fort possible que Crichton ait eu connaissance de ce roman-là et qu'il ait voulu lui donner une autre portée, parce que Carnosaur, par exemple, moi j'ai lu le texte, il n'y a pas une réflexion philosophique et bioéthique comme on l'a dans Jurassic Park. Et donc, quand le roman d'ailleurs a été adapté au cinéma, ça a vraiment donné lieu à un film de série B, mais c'est pas étonnant parce qu'il n'y a pas vraiment de profondeur derrière ce projet. L'auteur de Carnosaur a eu une idée intéressante, mais il l'a pas vraiment exploitée comme Crichton l'a fait. Ouais. Alors moi j'ai ni lu ni vu Carnosaur, mais effectivement là, sa réputation le précède et il me semble que c'est pas aussi bon que Jurassic Park. Ah non, il n'a pas bonne presse. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi une nouvelle de Charles Pellegrino qui renvoyait quand même pas mal à certains concepts que Crichton va développer pour la résurrection des dinosaures dans Jurassic Park? Oui, exactement. Ouais. Oui. C'est Dinosaure Capsule, c'est un article de Charles Pellegrino où clairement Pellegrino donne la recette de comment on recrée des dinosaures à partir d'un moustique, comment on comble les trous dans les séquences à partir de l'ADN de grenouille. Et c'est difficile d'imaginer que Crichton n'a pas lu cet article au moment où il écrivait Jurassic Park, quoi. Mais ouais, effectivement, finalement Jurassic Park, alors plagiat ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est le résultat de
plusieurs inspirations de plusieurs autres œuvres qui l'ont précédé. On parlait tout à l'heure du tout début du projet avec un ptérodactyle qui renaît. Là aussi, on peut penser à la BD Adèle et la Bête du français Jacques Tardy, qui était à peu près dans les mêmes époques. Et qui sait si Crichton n'a pas eu vent de cette histoire-là également. Oui, tu as raison. Et comme je le disais, en plus, c'est vraiment quelqu'un qui a un intérêt pour une culture qui va bien au-delà des États-Unis. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais dans sa jeunesse, il a vécu en Europe. Il a été plusieurs années en Europe parce qu'il avait une vraie curiosité pour ce continent. Il évoque parfois des écrivains français dans certaines de ses interviews, notamment dans un making-of de Jurassic Park qui parle de l'écrivain français Stendhal, qui est certes un écrivain connu, mais pas nécessairement aux États-Unis, et pourtant lui le connaît, est capable de le citer quand il évoque notamment la question du réalisme en littérature. Donc, ce qui est fascinant en fait avec Jurassic Park, c'est qu'on est un peu c'est un peu l'aboutissement, l'apogée de toute une littérature qu'on pourrait dire entre guillemets préhistorique, qui cherche à mêler dans un même récit les humains et les dinosaures. Ça commence globalement avec Jules Verne et Voyage au centre de la Terre au 19e siècle. Ensuite, bien sûr, on a Le monde perdu de Conan Doyle. Et puis lui qui est américain, on peut penser, même si là aussi il n'en a pas parlé, mais ça paraît assez évident vu ses recherches, qu'il doit connaître le cycle de Pellucidar d'Edgar Rice Burroughs, qui est plus connu pour des romans comme Tarzan ou alors le cycle de Mars. Et c'est quand même le cycle de Pellucidar la première fois qu'on a toute une série de romans dans lesquels il y a des humains, des dinosaures, il y a même des tigres aux dents de sabre, il y a une sorte un peu de préhistoire fantasmée dans cela. Donc en fait, lui, je pense qu'il s'est complètement nourri de toutes ces grandes figures des littératures de l'imaginaire comme Jules Verne, Conan Doyle ou Edgar Rice Burroughs, plus effectivement les références plus récentes dont on a parlé, comme Carnosaure ou les articles qui portent sur la génétique et les possibilités offertes justement par ces nouvelles connaissances scientifiques. Et donc on en arrive à Jurassic Park. Alors il y a juste un autre de ces livres que je voulais évoquer, qui est son précédent livre publié avant Jurassic Park, qui est un petit peu particulier parce que c'est une autobiographie qui s'appelle Voyage, et dans laquelle finalement il raconte un petit peu tout son cheminement intellectuel depuis le début de sa carrière, où il se destinait à un métier scientifique et comment il s'en est écarté. Et vers la fin du bouquin, il fait un petit peu... il y a des passages un petit peu étonnants où il nous explique qu'il a participé à des séances où il tordait des cuillères par la pensée, ou à des séances de méditation dans le désert où il parlait avec des cactus et que les cactus lui répondaient. Je sais pas s'il est sérieux quand il raconte ça ou si c'est un peu du troll, mais en tout cas, il fait un petit peu, alors je dirais pas l'apologie, mais il évoque ce qu'il appelle des sciences alternatives qui l'opposent au monde scientifique qu'il a un petit peu quitté en début de carrière. Je note juste ça parce qu'en relisant Jurassic Park il y a quelques jours, il y a quelques passages où j'ai l'impression qu'on a cette idée de science alternative et que la science normale est finie et qu'il faut passer à autre chose, qui ressortait déjà un peu dans ce livre précédent. Mais je pourrais détailler ma pensée par la suite quand on abordera Jurassic Park. Par rapport à ça, Voyage, en fait, il a un vrai intérêt pour tout ce qui est un peu ésotérique, les expériences, on pourrait dire parfois un peu paranormales. C'est quelqu'un en fait qui est très très curieux, donc on parlait de sa curiosité, par exemple pour d'autres cultures que la culture américaine, d'autres littératures, et il aime bien effectivement au cours de sa vie se confronter à des expériences qui sortent entre guillemets de sa zone de confort, qui l'amènent un peu vers l'inconnu en fait. Et c'est vrai que dans Jurassic Park, mais on le retrouve également dans d'autres récits de Crichton,
il porte un regard quand même assez critique sur les sciences et notamment sur l'utilisation des hautes technologies. Il n'est pas du tout favorable à ce qu'on revienne bien sûr à l'âge de pierre, mais il a un certain scepticisme vis-à-vis des hautes technologies, notamment en ce qu'il considère que on pourrait en devenir dépendant et que ça pourrait être un véritable problème. Je pense qu'ensuite on va développer ça pour Jurassic Park, mais là il est assez proche finalement d'un écrivain de science-fiction qui est plus âgé que lui et qui est français, c'est Barjavel. Barjavel, dans la seconde moitié du XXe siècle, il porte un regard assez sombre, assez négatif sur les hautes technologies. Et notamment dans l'un de ses romans les plus célèbres, Ravage, il montre bien que les humains aux alentours des années 2050 sont tellement devenus dépendants, notamment de l'électricité et des hautes technologies, que si jamais celles-ci disparaissent du jour au lendemain, ça va être l'anarchie la plus totale. On va être confronté à des situations qui nous paraîtront insolubles. Un tout petit peu, on en a eu la démonstration récemment avec la grande coupure d'électricité en Espagne et au Portugal. Donc lui, il est un peu dans cette veine-là des écrivains de science-fiction qui ne sont pas toujours favorables aux sciences, quelles que soient finalement les avancées scientifiques, et qui nous invitent quand même à faire preuve d'un regard critique sur celles-ci et à ne pas non plus mettre les sciences ou les hautes technologies au centre de nos existences. Oui, tout à fait. Et ça se ressent effectivement dans l'ensemble enfin, dans Jurassic Park, dans Le Monde Perdu également, et dans la suite de ses œuvres. J'ai en tête notamment La Proie et Next, où c'est très prégnant. Oui. On en arrive justement à Jurassic Park. Alors, je ne sais pas si on l'a tous relu à l'occasion du podcast. Thomas, il me semble que tu l'as lu il y a un peu plus longtemps de ça. Quel souvenir t'en as? Je les ai relus tous les deux il y a 2 ans, à peu près. Donc, moi, je les ai lus en connaissant forcément les films, hein. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais bon, je connais par cœur. Donc, du coup, j'avais déjà des bases, hein, dans le sens où Jurassic Park, je l'avais déjà lu aussi il y a une quinzaine d'années, hein, je pense, à peu près dans les années, fin des années 2010. Je trouvais que c'était un récit, on va dire, assez captivant, hein, de bout en bout, avec des scènes assez violentes, hein, par rapport au film. C'est ce que je préfère. Ensuite, bien entendu, connaît plus de détails, un récit beaucoup plus scientifique, moins familial. J'ai bien aimé, mais curieusement, j'ai préféré Le Monde Perdu. Alors, je sais que ça paraît être étrange. Mais en fait, c'est aussi au niveau de l'histoire, hein, se retrouver seul dans une île, on va dire, perdue. J'ai toujours apprécié, voilà, être euh, vulnérable, hein, enfin encore plus vulnérable face, on va dire, à la nature, la critique aussi, voilà, que l'homme ne peut rien faire, ne doit pas intervenir dans l'ordre des événements. Un peu plus de violence aussi, et puis aussi un peu plus de surprise, hein, par rapport au Monde Perdu, parce que comme le récit est quand même plus différent, enfin je trouve, hein, par rapport au film, surtout on va dire à la fin, ça doit jouer sur le fait que j'ai plus apprécié, voilà, le Monde Perdu. Mais bon, hein, en connaissant les films, en fait, par cœur, ça a sûrement eu un impact sur mon ressenti final. Ouais, effectivement, le Monde Perdu est un peu plus rafraîchissant, on va dire, un peu plus étonnant, moins sur des rails en Ouais. tout cas. Mais ouais, moi de mon côté, effectivement, dans Jurassic Park, j'ai retrouvé un petit peu ce qu'on a dit auparavant, hein. Effectivement, beaucoup, Crichton déroule beaucoup son discours, entre guillemets, en tout cas les recherches qu'il a faites sur le sujet, on les ressent. C'est vraiment très ancré dans la réalité, avec notamment ces graphiques qu'il affiche sur les pages, mine de rien, ça rend concret ce qu'il nous raconte, même si à côté de ça, j'ai trouvé en le relisant, et c'est pas quelque chose que j'avais ressenti les premières fois où j'ai lu, mais en le relisant, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de facilité d'écriture, de péripéties un peu faciles et de heureux hasards qui parfois me sortaient un petit peu de l'histoire en elle-même. Peut-être Mais parce que tu mais sur le connaissais fond, déjà ça reste très la intéressant. trame principale, donc tu as fait plus attention à certains détails, hein, Oui, donc sans doute, ouais. ça doit jouer.
Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que on s'en échangeait justement pendant nos relectures et je trouve le meilleur exemple de ce que tu dis. Ah bah tiens, ça alors, ça m'avait marqué. C'est Muldoon va préparer le lance-roquette et le met dans sa Jeep. Nedry se barre avec une Jeep. Muldoon a besoin de son lance-roquette. Ah bah tiens, ah bah comme par hasard, c'est avec cette Jeep-là que Nedry est parti. C'est ballot, c'est justement quand il avait besoin du lance-roquette. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 moments comme ça dans la narration où ça paraît un peu facile comme coïncidence, mais à côté de ça, justement, c'est un truc qui m'a surpris en fait, c'est à quel point le bouquin est facile à lire en fait. Ça, sans mauvais jeu de mots avec le fait que ce soit avec des dinosaures, c'est des bouquins que tu peux dévorer sans t'en rendre compte. J'y reviendrai quand on abordera du monde perdu. Mais malgré ça, pourtant, Crichton parvient à t'exposer des trucs assez compliqués, à te démontrer justement jusqu'où il est allé dans les recherches. Mais il tombe pas pour autant dans la vulgarisation scientifique, mais il parvient à faire que ce soit accrocheur à lire, même quand il parle de choses compliquées. Et je trouve ça assez réussi justement dans le bouquin. Oui, oui, moi je suis d'accord avec ce que vous dites. Il y a effectivement des facilités dans le récit. Ensuite, ce qui est toujours assez fascinant, je trouve, alors on connaît, nous, bien sûr, l'histoire, on la connaît bien maintenant, mais c'est quand même à quel point il est un maître pour tout ce qui concerne le suspense. Le récit est quand même assez haletant. Ça vaut aussi pour Le Monde Perdu d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment très très bien ça. D'ailleurs, Jurassic Park est considéré comme une des œuvres les plus marquantes du genre du techno-thriller. Donc, le techno-thriller, c'est à la fois un thriller, mais qui se passe qui est censé être assez contemporain du moment de sa publication et qui accorde une grande importance aux technologies de pointe qui sont aussi bien dans ses œuvres une solution qu'un problème. Et il y a un point, je trouve, moi, en ayant relu là, les deux romans très récemment pour le podcast, il y a un point qui est révélateur enfin, qui est très emblématique du techno-thriller et qu'on trouve dans les deux romans, c'est la lutte contre le temps aussi. Pas Oui. simplement contre les obstacles comme les dinosaures, par exemple, ou des obstacles humains. Et dans les deux cas de figure, en fait, il y a une course contre le temps qui est engagée. Alors, c'est encore plus, on le voit encore plus dans Jurassic Park avec cette volonté notamment d'Alan Grant d'empêcher que le bateau sur lequel se trouvent quelques raptors atteigne le continent. Mais dans Le Monde Perdu, dont on parlera après, il y a aussi cette volonté de rejoindre le plus vite possible l'endroit où l'hélicoptère est censé venir chercher l'équipe de Levin, Malcolm, parce que sinon ils peuvent se retrouver bloqués sur l'île pendant un certain temps. Donc, c'est des récits qui ont effectivement des facilités parfois dans la manière dont les péripéties s'enchaînent, on va dire, mais Crichton est très très bon pour finalement nous faire battre le cœur. Et si on connaît pas trop, si on connaît pas l'histoire du tout avant de la commencer, on peut vraiment se demander ce qui va advenir de tel ou tel personnage. On est un petit peu pris dans l'hésitation en ce qui concerne leur destinée, on va dire. Oui, c'est sûr. Bah, même en connaissant l'histoire via les films, tu peux être surpris par la destinée ou même simplement par tous les changements. Moi, une partie que j'ai particulièrement adoré relire ici dans ma relecture, c'est tout le début. Tout le début sur la côte au Costa Rica avec la gamine qui trouve le Compsognathus, avec justement les ouvriers qui viennent effectivement, il y a vraiment une tension qui se dégage. En fait, tu peux pas, même si il est tard, même si tu commences à fatiguer parce que ça fait un petit moment, enfin, façon de parler, vu que c'est le début du livre, mais tu ne peux pas t'empêcher de tourner la page et de lire la suite tellement l'ambiance est dosée dans tout le début, toute l'introduction, vraiment avant qu'on arrive sur Isla Nublar, je la trouve magistrale dans Jurassic Park. Il y a une atmosphère anxiogène qui nous passionne, enfin, voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est très bien écrit, c'est anxiogène, donc forcément on a envie de connaître la suite.
Donc au moins les petites facilités, alors moi j'ai pas vraiment remarqué ça lors de mes lectures, alors c'est peut-être parce qu'elles sont très très espacées et que je n'ai pas vraiment le souvenir, mais en tout cas j'ai aucun souvenir sur le fait que ça m'a dérangé. Ouais, après c'était du détail, hein, enfin typiquement on utilise beaucoup l'ex pour déclencher des catastrophes. À chaque fois Oui, elle se met à après tousser c'est quand des il faut gosses, hein. pas ou ce genre de choses. Mais C'est des gosses, hein, un oui, peu mais plus. du coup c'est un peu facile. Mais je suis d'accord et je vous rejoins que vraiment tout le début du roman et toute la mise en place, la montée en tension, on ne sait pas encore bien ce qui se passe dans cette île, brumeuse. Tu parlais d'atmosphère, Thomas, et c'est clairement ça. Donc que ce soit dans la clinique avec l'arrivée du blessé, que ce soit, la petite fille sur la plage, effectivement. Toute cette partie-là, moi, effectivement, c'est celle qui m'accroche le plus, en termes de suspense, en tout cas. Et après, une fois qu'on arrive sur l'île, c'est différent. Là, c'est effectivement plus une course contre la montre, qui est tout aussi intéressante, mais voilà, qui m'a un peu moins marqué en termes d'atmosphère. Et petite question là au passage, est-ce qu'on a tous lu le livre après avoir vu le film, ou est-ce que l'un d'entre nous a eu le cheminement inverse? Alors moi, je l'ai lu très tôt, le livre. Je me pose la question. Non, j'avais quand même dû voir le film avant, mais à quelques mois près. Moi, clairement, j'avais vu le film avant parce que la couverture de ma première version de Jurassic Park, elle reprend les graphismes du film et il est marqué 94 sur l'année de publication. Donc, Oui, moi, en ce qui me concerne, j'avais déjà vu les films en fait. Mais j'ai été très content de découvrir les romans après. Notamment, justement, on parlait de le début du roman. Il y a vraiment ce côté enquête, thriller, que je trouve assez fascinant, que les films n'ont pas pu, enfin, que le film de Spielberg n'a pas pu reprendre, notamment pour des questions d'efficacité. On imagine bien que si Jurassic Park avait été adapté en série, toute cette enquête du début, on aurait pu la voir dans les premiers épisodes de la série. Et là, ils ont été obligés de laisser ça de côté, mais je trouve que justement, une fois qu'on lit le roman, on a plaisir à le faire parce que c'est pas du tout, on n'est pas en terre connue, alors qu'il y a d'autres épisodes du roman que l'on connaît bien, notamment quand il s'agit ensuite de rétablir l'électricité dans le parc. Il y a des différences bien sûr entre le roman et le film, mais on est plus en territoire connu, ou alors la scène de la cuisine avec les enfants. Alors que là, cette première partie, il n'y a aucun des films de la saga qui la reprend véritablement, et elle est assez fascinante. Ouais. Alors, à noter qu'il y a quand même un des premiers scénarios de Jurassic Park 3 qui jouait sur cette dualité, enfin pas dualité, mais une dichotomie dans l'histoire entre une partie qui se passe sur l'île et une enquête sur le continent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des attaques à différents endroits, des gens se font attaquer par des créatures, et je pense, en tout cas que dans ce projet de scénario de Jurassic Park 3, l'inspiration a été clairement le début du roman, du premier et du deuxième roman, parce que dans le deuxième, c'est un peu pareil aussi, hein. Il y a une enquête pour retrouver l'île de la part Dans les de Levi. différents films, de toute façon, ils essayent toujours d'insérer. Alors peut-être que c'est abandonné par la suite, mais en tout cas, il y a toujours une volonté de raccrocher les wagons avec les romans en essayant d'insérer des passages particuliers. bah justement, ici, on peut noter le début du Monde perdu version cinéma, qui est clairement inspiré d'une des péripéties du début de Jurassic Park version roman, avec justement la gamine qui est en pique-nique avec ses parents sur la plage et qui se fait attaquer par des conquis, quoi. Ça a été repris. Oui. C'est clairement l'inspiration de la scène avec les Bowman dans le début du Monde perdu, je pense. Ah oui, Oui, clairement. elle s'appelle Bowman dans le film aussi, enfin dans le livre aussi. Donc oui, il n'y a aucun doute. Et un truc que j'ai noté par rapport à cette histoire-là, c'est que oui, c'est la petite fille qui dessine le dinosaure qui l'a attaqué, et personne n'y fait trop gaffe jusqu'à ce que, enfin tout le monde pense que c'est un lézard, jusqu'à ce que quelqu'un dise bah non, c'est un dinosaure, c'est exactement comme ça que mon fils les dessine. Et j'ai trouvé ça intéressant, l'idée que finalement c'était les enfants qui arrivaient à avoir assez d'abstraction, en tout cas que la découverte, après être passé par des milliers de plusieurs chercheurs qui refusaient de se rendre à l'évidence que ce qui décide les gens à croire que c'est vraiment un dinosaure, c'est le dessin d'un enfant, quoi. Désolé, c'était un peu laborieux.
Non, mais c'est Ouais, mais intéressant ce que tu dis. Ouais. ouais, ça rejoint complètement le début des recherches de Crichton sur justement ces matériaux pour Jurassic Park et qui est la fascination que les dinosaures inspirent aux enfants. Ça connecte un petit peu et c'est vrai que ça marche bien cette scène parce qu'en fait, s'il n'y aurait pas eu cette interprétation grâce à l'intermédiaire d'un gamin, bah, fatalement, ils cherchent dans le champ des possibles, ils évacuent l'impossible. Et effectivement, c'est impossible que ce soit un dinosaure. Mais c'est vraiment un passage très chouette, effectivement, du bouquin. Oui, et d'ailleurs, c'est une pensée à laquelle Crichton tient beaucoup, le fait que, en fait, les enfants parfois aient une sensibilité, une immédiateté à comprendre des phénomènes du monde que les adultes ne perçoivent pas. On le trouve souvent dans son œuvre, cette idée-là. Et par exemple, dans Le Monde perdu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le dénouement, on a presque un copier-coller de la scène où ils sont avec un ordinateur. Il y a la jeune Kelly qui est en train de pianoter sur l'ordinateur pour essayer de trouver une solution à leur problème. Ils se font attaquer par des raptors. Et finalement, elle décide de suivre les conseils de Sarah Harding qui lui avait dit qu'il fallait pas trop écouter ce que pouvaient dire les autres. Il fallait pas toujours suivre la voix dominante et notamment la voix des adultes. Et donc, plutôt que d'essayer de trouver une solution informatique au problème, elle va regarder les fils qui se trouvent en bas au pied de l'ordinateur et elle va trouver finalement une sorte de petit tunnel qui va leur permettre de s'enfuir et de survivre à l'attaque des raptors. Et donc ce que tu disais, Florian, me faisait vraiment penser à ça, c'est-à-dire qu'il y a presque une volonté parfois de dire n'accordons pas une importance démesurée à la vision des adultes, quand bien même ils seraient très érudits, et faisons aussi confiance parfois à une spontanéité, une immédiateté que les adultes ont perdue, mais qui existe toujours chez les enfants. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, une spontanéité qu'on retrouve à 2 moments dans le bouquin, qui renvoie un petit peu à l'idée d'origine de gamin qui se lie d'amitié avec un animal. C'est quand Lex donne à manger à un petit Triceratops, et quand elle joue avec le petit raptor en cage à la fin, on voit, surtout avec la scène du Triceratops, on voit Grant qui se dit ouais, faut peut-être pas faire ça, c'est peut-être pas une bonne idée et tout. Et tu vois l'innocence de la gamine qui nourrit le bébé dinosaure, qui lui donne un petit nom. Ça renvoie à ça aussi, je trouve. Oui, clairement. Il n'y a pas cette inhibition qu'ont les adultes. Mais ça rejoint, je pense, le propos de fond de Jurassic Park qui fait un petit peu l'opposition entre ceux qui croient aux théories et ceux qui croient au ressenti, au concret. Enfin, c'est vraiment un discours qui traverse tout le livre à travers le comportement des personnages, à travers le discours de Malcolm, le discours même de Hammond ou de Henry Wu. Il y a cette critique, ou en tout cas ce discours, sur le fait que la science s'est peut-être trop déconnectée des réalités, s'auto-aveugle avec des théories qui la mettent en valeur et oublie désormais d'aller vérifier sur le terrain que ce qu'elle raconte a du sens. Ben justement, je trouve que c'est très appuyé et très, très critiqué, justement, avec il y a de nombreuses pages où Crichton insiste bien sur à quel point faire de la recherche pour dire de faire de la recherche, c'est ridicule, c'est presque risible. Ce qu'il faut faire, c'est faire de la recherche pour vendre, pour monétiser, pour breveter, et tu sens vraiment qu'il est à charge contre cette dérive des intentions derrière la recherche. Et comme tu dis, en fait, tu parlais de voyage. Par moment, Ian Malcolm, c'est un peu un self-insert, je trouve, de Crichton dans le bouquin. Oui, clairement, c'est Malcolm qui porte le discours de Crichton. Ouais. Ah oui. Et sur l'idée un peu qu'il faut privilégier en quelque sorte les sciences appliquées aux sciences théoriques, dans Le Monde perdu, on a le personnage de Thorne qui a abandonné en fait tout à fait le monde universitaire et qui a sa petite entreprise privée parce qu'il a envie d'être confronté à la réalité des choses. Et d'ailleurs, on a une satire de ces universitaires très théoriques avec toujours dans Le Monde perdu le personnage de Bazzelton qui est persuadé par exemple parce que
il a théorisé que le T-Rex en fait est aveugle dès l'instant où on ne bouge pas et qui va le payer de sa vie justement. Ouais. Et même d'autres personnages, même Alan Grant est caractérisé vis-à-vis de ça, où on nous fait comprendre dès le début que lui, il est pas comme ça, que lui, il apprécie pas trop ses collègues universitaires qui restent dans les bureaux, que lui, c'est quelqu'un qui bosse sur le terrain. Dès qu'il arrive à Jurassic Park, il reconnaît que finalement, il ne sait rien, que ses fossiles ne lui ont rien appris, et que pour connaître les dinosaures qu'il a devant lui, il va devoir toucher leur peau, inspecter leurs pattes, et tant qu'il aura fait ça, il n'aura eu aucune certitude sur eux. Oui. Et ça place un petit peu effectivement la paléontologie comme le domaine par excellence où on théorise sans pouvoir se confronter au réel. Et à côté de ça, on a Hammond qui lui n'aime pas la recherche parce que, en tout cas, il oppose la notion de recherche à la notion de progrès. Pour lui, la recherche, c'est quelque chose pour se faire mousser, alors que le progrès, c'est quand on fait des trucs concrets et qui peuvent se vendre. Et du coup, je trouve, même si le discours est intéressant sur le fond, je trouve que parfois, il va peut-être un petit peu trop loin dans la remise en cause de la science et de la recherche, et qu'il la confond avec l'ingénierie et recherche de rentabilité, la manière dont on utilise la science pour gagner de l'argent. Je trouve il confond un petit peu les deux et que ça peut être dommageable à la recherche fondamentale qui en soi n'est pas forcément quelque chose de néfaste. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut rappeler que de toute façon, d'un point de vue scientifique, il a été un peu au centre de polémiques, Crichton, notamment à la fin de sa vie, où il avait des positions climato-sceptiques qui lui ont valu un certain nombre de critiques et de problèmes. Et puis, en fait, dans son œuvre, je pense qu'il y a une intention qui est positive à l'origine, mais qui n'est peut-être pas toujours très clairement exprimée. C'est-à-dire que, au fond, il déplore, le fait que les universités n'aient plus suffisamment d'aide publique, notamment, je pense, aux États-Unis, où c'est encore plus le cas pour certains domaines de recherche. Il le montre bien avec le personnage d'Henry Wu, qui finalement se laisse presque tenté par le diable, on pourrait dire, avec Hammond, qui va lui offrir non seulement un salaire beaucoup plus élevé qu'il ne l'aurait eu à l'université, et puis des perspectives de recherche qu'il n'aurait pas pu également avoir s'il était resté dans ce milieu-là. Donc il y a aussi un discours intéressant, je trouve, sur le fait que les scientifiques n'ont pas toujours, ou les chercheurs en tous les cas, n'ont pas toujours toutes les armes qui devraient leur être données, et qu'ils vont être obligés dans ce cas-là de s'offrir en quelque sorte à ceux qui leur proposeront les meilleures perspectives de carrière. Et Henry Wu, par exemple, est quelqu'un qui, on voit bien dans le roman, qui n'est pas tout à fait à l'image d'Hammond, qui est beaucoup plus critique quand même sur le parc. Il propose notamment qu'on fasse, qu'il y ait une nouvelle version des dinosaures. Il la soumet à un moment donné à Hammond en considérant que les dinosaures actuels seraient peut-être trop dangereux. Et Hammond donc n'est pas du tout favorable à cela. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point il y a cette critique d'un capitalisme en un sens qui s'approprie les scientifiques et les recherches scientifiques, mais parce que dans le même temps, l'État a un peu délaissé les universités et les recherches de scientifiques qui pourtant avaient du talent. Oui, effectivement. C'est vrai que le personnage d'Henry Wu caractérise bien cette science victime d'un système, entre guillemets. Finalement, c'est pas la science le problème, mais ce qu'on en fait, quoi. Alors, il y a juste un point qui m'étonne, notamment par rapport à ce discours et cette opposition entre la théorie déconnectée et la réalité concrète, la science appliquée, comme tu disais. J'ai l'impression que la place de la théorie du chaos dans l'histoire contredit tout ça, parce que finalement, le seul qui arrive avec sa théorie toute faite, qui dit clairement que c'est la seule manière de voir les choses et qu'il n'a pas besoin de vérifier, qu'il n'a pas besoin de faire des calculs de probabilité, c'est sûr, tout va se planter, c'est Malcolm. Et au final, il a raison. Et le fait qu'il n'ait pas besoin d'éprouver concrètement sa pensée,
certaines contradictions que j'ai du mal à saisir. Je pense que Crichton en était conscient, mais ça m'a un petit peu surpris à la relecture. Mhm. Oui, tu as raison, c'est vrai, avec cette théorie du chaos. Et le personnage de Malcolm, de toute façon, est lui-même assez ambigu par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par exemple, si on prend un autre roman avec Le Monde Perdu, dans Le Monde Perdu, il est assez sûr de lui en ce qui concerne l'extinction des dinosaures. Il est persuadé que sa théorie est juste, à savoir qu'il y a eu un changement comportemental. Et à la fin, moi, c'est un des points. C'est vrai que c'est de l'honnêteté intellectuelle de la part de Crichton, mais en même temps, le roman s'achève un peu sur cette impasse, cette aporie d'un point de vue philosophique. C'est que à la fin, il reconnaît lui-même que on peut pas vérifier du tout sa théorie et que il peut avoir raison comme il peut avoir tort et que finalement, on saura jamais véritablement quelles ont été les causes très précises de la disparition des dinosaures. Donc, on a un peu l'impression que Crichton propose finalement plusieurs pistes de réflexion scientifique avec Malcolm, mais il y a pas non plus, il peut y avoir un peu des contradictions comme tu l'as dit, et puis surtout qu'il n'y a pas de vérité absolue qui s'impose totalement. Sinon, oui, cette théorie du chaos, qui est surtout un moyen, je pense, de remettre en cause ce que Crichton aime beaucoup, remettre en cause les dangers de l'orgueil humain, ce qu'on appelait aussi un peu dans l'Antiquité grecque l'hubris, Ouais. avec Hammond qui est absolument persuadé finalement que son parc sera fonctionnel parce qu'il a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens scientifiques, que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, et qui pourtant est confronté à cette terrible désillusion finale. Moi, je trouve d'ailleurs que c'est très intéressant dans le roman qu'il soit un peu la victime de son propre orgueil, parce que c'est lui qui chute, donc il tombe de haut symboliquement. Là, cette chute d'Hammond au pied des marches, elle est assez intéressante, et puis qu'il se fasse dévorer par les Compsognathus, qui sont quand même les animaux entre guillemets les moins spectaculaires de son parc. Ça donne un peu le sentiment que c'est un colosse au pied d'argile. Oui, c'est clair, la symbolique de la mort d'Hammond est très parlante, ouais. Et oui, effectivement, comme tu le dis, il y a une histoire d'hubris derrière tout ça, et la théorie du chaos, c'est plus un décorum scientifique sur une notion de... C'est plus une prophétie finalement, quelque chose d'implacable qui va nous tomber dessus parce qu'on a dépassé notre condition humaine, quoi. Et ça n'a rien de vraiment scientifique dans l'absolu, c'est plus le décorum qu'on met autour. Bah, de toute Et- façon, peu importe le bouquin, dès qu'on lui pose la question sur mais pourquoi, à chaque fois, Ian Malcolm répond « Je n'ai pas besoin de le prouver ». À chaque fois qu'on lui pose des questions sur pourquoi il avance telle ou telle chose, à chaque fois, il se retire en disant qu'il n'a pas besoin de le prouver. Il déblatère quelque chose derrière, mais il ne prouve jamais. Et il prend tout le temps la fuite sur ces questions-là quand il doit attester de sa théorie du chaos, justement. Et au final, il a raison. Donc c'est ça qui en fait finalement plus une prophétie qu'une théorie. Mhm. Oui. Est-ce qu'il y a un autre point que vous vouliez aborder sur le premier roman ? Oui, il y a un point que je voulais aborder, c'est une scène en particulier qui m'a... Bah, ici, à la relecture, elle m'a un petit peu dérangé parce que je sais pas si c'est propre en fait au style de Crichton ou pas, mais quand on compare le film et le bouquin, je trouve que dans le film, les protagonistes ont toujours des réactions d'êtres humains, alors que parfois, dans le bouquin, ils ont un petit peu des réactions de héros. Allez, je sais pas comment l'expliquer, mais limite, dans le film, ils font plus crédible, et dans le bouquin, ils font plus personnage de cinéma qui a la solution à tout. La scène qui m'a le plus dérangé, c'est enfin, sur ce point-là en tout cas, c'est quand ils sont de retour au centre d'accueil des visiteurs, après avoir réussi à rétablir le courant, et qui vont retrouver les gamins qui sont poursuivis par les raptors dans la nurserie. Alors, la parfaite opposition, je trouve, qui montre ce côté un peu plus crédible dans le film et qui m'a un tout petit peu gêné dans le bouquin, c'est
dans le film, quand Alan se retrouve à devoir défendre les gamins avec les raptors, il a une arme à feu, mais c'est un paléontologue, il sait pas utiliser une arme à feu. Il tire 2 fois, il rate, il n'arrive pas à recharger, il laisse l'arme, il prend la fuite. Il a essayé, il a fait de son mieux avec quelque chose qu'il ne sait pas utiliser. On sent la détresse de l'instant. Dans le bouquin, la scène où il commence à lui-même penser à injecter des produits dans des œufs pour en faire des grenades à envoyer pour que les raptors gobent les œufs, j'ai trouvé ça un petit peu de trop pour être crédible. Et je me souviens justement, Flo, que pendant nos échanges, on rigolait de certaines formulations sur on se demandait s'il n'y avait pas une certaine fascination cachée de notre cher Crichton sur sa façon de décrire, par exemple, les poitrails de ces personnages masculins. Et ben, justement, cette scène-là m'a un petit peu donné cette impression de super-héros qui aura la solution innée à un truc que tu t'imagines pas qu'il manipule dans la vie de tous les jours, en fait. Ouais, alors la scène des œufs m'avait pas forcément choqué. Enfin, il y a quand même un cheminement qui l'amène à faire ça et à se dire que c'est la seule chose qui va marcher. J'ai pas souvenir que ça sort de nulle part comme un move de super-héros, entre guillemets. Bah, si je me souviens bien, il se rappelle qu'il y a des produits toxiques dangereux par ici. Donc, c'est comme ça qu'il pense à en glisser dans un œuf et faire rouler l'œuf au pied des raptors, vu qu'il a vu que les raptors les gobaient, enfin gobaient les œufs sur leur passage. Mais je sais pas, je trouve ça... Enfin, ça me sort du contexte. Je trouve ça rejoint pas mal de petits côtés où les personnages ont des réactions peut-être un petit peu plus clichés de cinéma que leurs homologues cinéma, justement. Ouais, peut-être. Moi, les personnages caricaturaux, pour moi, ça a été beaucoup les enfants. Comme je disais tout à l'heure, Lex, elle est insupportable et elle est utilisée que pour provoquer des catastrophes. Et Tim, c'est l'opposé, c'est le gamin comme il n'en existe pas, qui est hyper intelligent, hyper posé, qui panique jamais et qui est qui trouve les solutions, quoi. Donc c'est, à la limite, s'il y a 2 personnages qui, dans leur caractérisation, étaient un peu faciles, c'est ceux-là. Sur les autres, j'ai moins ressenti ce syndrome du super-héros, comme tu le disais. Voilà. Après, c'est assez léger, c'est vraiment dans cette scène-là que ça m'a le plus interpellé, et c'est là que j'ai repensé à deux, trois petits moments avec Muldoon ou autres qui effectivement sortent un petit peu. Et je ne sais pas du tout, vu que malheureusement de Crichton, je n'ai lu que Jurassic Park et Le Monde Perdu, je ne sais pas du tout si c'est propre à son style littéraire, en fait, d'enjoliver comme ça un peu les actions de ces personnages en mettant un petit peu de contexte grandiloquent autour, comme Muldoon, par exemple, le coup de la bouteille de whisky dans laquelle il siphonne à 2-3 reprises, et le fait qu'à un moment, Gennaro lui pose une question et sa seule réponse, c'est de faire un renvoi. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était très, très cliché vis-à-vis du reste, justement, du roman, qui essaye de poser un cadre qui fait qu'on y croit, qu'on n'a pas l'impression que c'est cliché. Oui, ça lui arrive, hein, dans certains de ses récits de faire cela. Je vois ce que tu veux dire. Il y a parfois peut-être des personnages qui sont maîtres de leur nerf. Alors, moi, je trouve qu'on le voit encore plus dans Le Monde Perdu avec Sarah Harding, mais je crois qu'on va bientôt parler de ce récit où elle sait garder son calme, quelles que soient les circonstances. Alors, ça peut s'expliquer aussi par la vie qu'elle a eue et notamment le contact qu'elle a avec tous les grands fauves africains. Mais elle a un côté super-héroïne, alors qui est un peu présent, c'est vrai, avec Alan Grant dans Jurassic Park, mais moi je l'ai encore plus vu avec Sarah Harding dans Le Monde Perdu. Clairement. Et simplement, Florian, tu nous demandais si on voulait ajouter quelque chose pour Jurassic Park. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est que
c'est quand même un. Alors, il y a à la fois il y a toutes les réflexions bioéthiques qui sont intéressantes avec Malcolm qui questionne beaucoup notre responsabilité vis-à-vis de la nature, mais ça, on l'avait déjà enfin, on l'a également dans le film de Spielberg à une moins grande échelle. Mais il y a aussi le côté aventureux qui est très très présent, je trouve, dans le roman, et qui fait que si on connaît le film Jurassic Park et qu'ensuite on lit le roman, on se laisse aussi assez emporter. Toute la trame qui concerne Grant et les enfants et a quand même des moments de bravoure qui vont être d'ailleurs plus ou moins repris dans certains des autres films. Bah, on a la scène de la volière qui va être reprise ensuite dans Jurassic Park 3 et puis dans le futur Jurassic World Renaissance, on va enfin avoir la scène avec le T-Rex dans l'eau qui poursuit le canot pneumatique. Donc moi je trouve que Crichton, si on compare, parce que moi j'ai beaucoup lu toute la littérature dite préhistorique qui a précédé Jurassic Park, il arrive quand même à créer des moments de bravoure, des scènes assez mémorables, qui font d'ailleurs déjà des scènes très cinématographiques qu'on trouvait pas nécessairement avant. Et ce que je trouve assez fascinant avec ce premier récit, on l'a un peu moins avec Le Monde Perdu, où justement ça se passe beaucoup plus dans un espace entre guillemets naturel, c'est à quel point il se sert également des constructions humaines pour créer des situations assez inhabituelles dans notre représentation des dinosaures. Et l'une des scènes les plus célèbres, bien sûr, c'est la scène de la cuisine avec les vélociraptors, où concrètement, on devrait pas, si on était face à ces animaux dans la nature, on n'aurait pas un tel huis clos. Et là, c'est l'humain qui crée ce huis clos en ayant tout simplement conçu des bâtiments, des espaces plus exigus comme des cuisines. Donc ça, je trouve que c'est un élément assez marquant de son roman. Oui, c'est Je reprends. Vas-y, Jay. Ouais, je disais, je repense vite fait à un truc là, parce que tu parles de les constructions humaines pour donner place à la situation. Un truc que j'ai trouvé que je viens seulement de tilter là maintenant, c'est que tout du long du roman, quand on est sur l'île, dès que Crichton nous décrit les constructions humaines, à chaque bâtiment décrit, malgré l'activité, malgré le fait que le parc est censé ouvrir, il n'arrête pas de dire que la nature reprend, quoi qu'il en soit, ses droits sur les installations que InGen a déposées, que ce soit comment dire, simplement du lierre sur des clôtures ou de la mousse sur le. Mais dès qu'il décrit une infrastructure, la nature, il revient déjà. Elle a déjà commencé à reprendre ses droits sur la construction humaine et c'est assez subtil, mais ça vient de me frapper là comme ça maintenant en fait. Ah, c'est intéressant, j'avais pas noté, mais oui, ça participe au message global, ouais. Ok, bah, on va pouvoir passer au deuxième livre, donc Le Monde Perdu. Est-ce qu'on peut appeler ça pour Crichton, en tout cas un livre de commande, je sais pas, mais c'est pas une habitude qu'il avait en tout cas d'écrire des suites à ses romans. Et pour celui-ci, il a été plus ou moins poussé par le succès de l'adaptation au cinéma de Jurassic Park et par tous les lecteurs, tous les gens qu'il rencontrait, qui lui demandaient quelle allait être la suite, que lui n'avait absolument pas prévu. Et il a fini par s'y mettre, sans doute aussi, selon la rumeur, incité par Spielberg, qui était intéressé éventuellement lui aussi pour faire une suite, et ça lui permettait d'avoir de la matière. Donc pour ce livre-là, il s'est clairement inspiré, au moins pour le titre, du Monde Perdu de Conan Doyle. Et je trouve aussi qu'il démarre en tout cas son récit, et on en parlait tout à l'heure, finalement Jurassic Park démarrait comme ça aussi, comme une enquête, comme un mystère à résoudre pour comprendre ce qui se passe. Il y a des indices de créatures étranges, de choses bizarres. C'est clairement comme ça dans Le Monde Perdu de Conan Doyle, où on trouve, je sais plus, il me semble qu'on trouve une photo de ptérodactyle et un carnet qui relate plus ou moins le chemin pour se rendre là où la photo a été prise. Et tout le début du roman est de retrouver comment s'y rendre et où est cet endroit. Donc là, on a clairement ça, avec l'introduction d'un nouveau personnage qui est Richard Levine, qui a entendu parler que quelques années auparavant, quelque part sur une île au Costa Rica, des dinosaures étaient réapparus. Ouais, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette introduction. En tout cas, moi, comme pour le premier livre, c'est une des parties du bouquin qui m'a le plus intéressé, notamment le chapitre sur les formes aberrantes sur la plage qui fait bien monter la tension et le mystère autour de ce qui est en train de se dérouler.
Mhm. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est peut-être un petit peu moins bien mené pour le côté global de l'enquête que pour le précédent. Mais effectivement, ça fonctionne très très bien. Et en fait, déjà, grosse surprise, effectivement, d'avoir une suite parce que Crichton avait pourtant vachement verrouillé son récit à la fin du premier. Et certes, il y a l'allusion à un troupeau d'animaux qui évoluerait dans des cultures de l'Isine, mais il fait quand même complètement raser l'île et il fait mourir un de ses personnages principaux. Et ici, justement, bah déjà, première surprise, quand on lit les bouquins, c'est que Ian Malcolm, finalement, n'est pas mort comme il l'était déclaré à la fin de Jurassic Park. Et je trouve que avec le côté Malcolm qui fait ses thèses sur l'extinction et l'enquête de Levine pardon, sur les animaux, je trouve que ça a un petit peu plus de mal à se connecter, à se relier entre eux que l'introduction de Jurassic Park, pour ma part. Oui, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, Florian l'a rappelé, c'était pas du tout dans son intention d'écrire la suite, et ça se sent dans les premières pages. Et notamment, moi, ce qui m'a toujours étonné, même en l'ayant relu là très récemment, c'est d'avoir fait le choix du retour de Malcolm, qui colle vraiment pas avec la fin du récit. On voit qu'il a quand même beaucoup de difficultés à justifier le retour du personnage sans qu'on ça passe pour une sorte de résurrection. Donc c'est assez drôle d'ailleurs de se dire on ressuscite les dinosaures, mais on ressuscite également un humain avec Malcolm. Et d'ailleurs, Malcolm, ses interventions, je les trouve moins convaincantes que dans le premier roman, où là, il essaye plus de faire un peu un cours des sciences par moment. Il n'a pas toujours un regard vraiment critique, parce qu'il ne s'agit pas ici de juger le projet d'ouvrir un parc où il y aurait des dinosaures. Et pour moi, la démonstration du fait que Crichton a un peu du mal à traiter le personnage, c'est que finalement, il se retrouve un peu dans la même situation à la fin que dans le premier roman, à savoir il est gravement blessé, il peut pas vraiment se déplacer, il est totalement à l'écart des enjeux à la fin du récit. Et donc ça, c'est toujours un choix qui il m'a un peu étonné. Alors, est-ce qu'il y a cette volonté, parce qu'il aurait pu faire revenir Grant s'il voulait, dans ce cas-là, impérativement un personnage, et pour le coup, il n'y avait pas d'ambiguïté puisqu'il ne meurt pas à la fin de Jurassic Park. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Richard Levine, c'est vraiment l'anti Alan Grant. Il a rien d'héroïque, c'est même quelqu'un d'assez lâche, il est prêt à abandonner à un moment donné l'enfant qui s'appelle Arby à son triste sort parce qu'il veut pas se mettre en danger. Il est un but de sa personne, riche, etc. Il est assez favorable à la théorie aussi. Donc, par bien des aspects, il n'est pas aussi sympathique et héroïque que ne l'était Alan Grant. Et alors, je me suis dit, est-ce que c'est parce que justement, il voulait avoir ce regard un peu critique sur les scientifiques et qu'il avait peur que, en faisant revenir Grant, on ait un personnage qui soit apprécié aussi bien des fans du roman que des fans du film, puisque le film était sorti et était à ce moment-là mondialement connu. Je sais pas, mais ça m'a toujours interrogé. J'ai toujours trouvé le choix de Malcolm assez étrange. Je trouve que ça passe mieux dans le film de Spielberg que Malcolm revienne, et moins bien dans le roman de Crichton. Je suis entièrement d'accord. En fait, je figure-toi que pendant ma lecture, je me suis posé la question du est-ce que ça n'aurait pas été plus pertinent de faire justement revenir Grant, vu son envie d'étudier les dinosaures quand il arrive sur Nublar dans le premier. Et en fait, je trouve que ouais, le retour de Malcolm est forcé. Il y a un seul passage qui a une pertinence avec le retour de Malcolm. Mais en tout cas, je te rejoins complètement sur le fait qu'il suit exactement les mêmes péripéties que dans le premier, c'est-à-dire à un moment, il peut plus et il est shooté à la morphine et tout le monde doit le traîner partout. Mais Oui, la seule scène qui justifie pour moi, enfin qui fonctionne avec le fait que ce soit lui qui revient, c'est quand c'est la première apparition du tyrannosaure, quand il comment dire, se soulage sur la voiture pour marquer son territoire. Et que en fait, tu as, et si je me souviens bien, c'est Eddie qui est avec eux à ce moment-là, Eddie, Thorne et Yann qui sont dans la voiture.
Et Yann, en fait, dès qu'il voit le tyrannosaure, il est tétanisé, il regarde droit devant lui, il n'ose plus bouger, il a vraiment le choc post-traumatique de son accident avec le tyrannosaure du premier. Je trouve que c'est le seul moment qui justifie d'avoir ramené Ian Malcolm, d'avoir quelque chose d'intéressant avec les conséquences de son aventure précédente. Mais du reste, je te rejoins complètement. Je pense que Grant aurait été peut-être plus légitime. Et Levine, je te rejoins, c'est un perso qui est volontairement, je pense, écrit pour être détestable, mais le genre de perso détestable qu'on adore détester comme ça, parce que il y a des petits moments où tu vois que c'est juste parce qu'il est fasciné par ce qu'il voit qu'il perd le sens des réalités. Mais ouais, perso pas très sympathique, c'est clair. Ouais. Sur le retour de Malcolm, alors ça vaut ce que ça vaut, mais j'avais lu une interprétation disant que c'était juste un hommage entre guillemets, un hommage de plus à Conan Doyle qui avait fait revenir son plus grand héros après l'avoir tué. Mais bon, si c'est ça, c'est vraiment s'encombrer d'un personnage pour pas grand-chose. Parce que après, oui, effectivement, je suis d'accord sur le constat que le Malcolm du Monde Perdu, c'est une parodie de lui-même. À chaque fois qu'il se passe un truc, il dit que c'était prévisible, que c'était ce qu'il craignait, qu'il le soupçonnait depuis le début. Et puis, quand il est sous morphine, il sort vraiment des dingueries. À un moment, il se met à parler d'évolution dirigée, le fait qu'Internet va marquer la fin de l'espèce humaine. Enfin, il va très loin dans ses prises de position. Oui. Et du coup, c'est un peu étrange parce que c'était le porte-parole de Crichton dans le premier livre. Là, je pense pas que ce soit le cas. En fait, le fait qu'il continue à aller toujours plus loin avec ce passif de porte-parole de Crichton, c'est un petit peu embêtant. Même si dans celui-là, comme tu disais tout à l'heure, Nicolas, finalement, c'est Thorne qui, dans ce livre-là, porte la vraie voix de Crichton et qui, à chaque fois, va apporter de la nuance à ce qu'a dit Malcolm, voire même le contredire. Il ne fait plus de Malcolm son porte-parole et il passe à Thorne, qui, lui, effectivement, est quelqu'un avec un esprit beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique et qui rejoint le message du premier film et l'importance des sciences appliquées. Oui, exactement, tu as raison. Mais le problème, c'est que Thorne, en fait, est un personnage plutôt secondaire. Alors, il est important dans le récit, mais c'est pas c'est pas un orateur, par exemple, comme Malcolm, qui va prendre longuement la parole. Donc, il va marquer les esprits par ses actions, puis par les mots qui peuvent être les siens, qui sont bien sentis. Moi, j'ai eu l'impression, en fait, en relisant Le Monde Perdu, je sais pas si vous avez eu aussi ce sentiment en le lisant, que Crichton, là où il essaye un peu de renouveler, on va dire, Jurassic Park, c'est aussi en ayant une visée plutôt féministe, parce que finalement, pour moi, les deux héroïnes principales, c'est Sarah Harding de façon très claire, et puis la jeune Kelly qui va sauver un peu tout le monde à la fin du récit, alors que justement, on pourrait penser que c'est plus le jeune Harby qui pourrait les aider, parce qu'il est présenté comme une sorte de surdoué, mais il perd tous ses moyens face au danger, il est plus capable de vraiment bien réfléchir, bien penser. Et il y a quand même plusieurs passages de l'œuvre où, par exemple, Sarah Harding s'étonne que la jeune Kelly n'ait pas envie nécessairement de faire d'études scientifiques parce qu'elle a le sentiment que c'est seulement laissé aux garçons, etc. Donc, j'ai eu l'impression que ici, il voulait. En fait, je trouve que les personnages du Monde Perdu, il y a assez peu de personnages très très intéressant, alors que je trouve qu'il y a plusieurs personnages qui sont assez fascinants à analyser dans Jurassic Park, et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un personnage qui domine tous les autres parce que c'est un personnage héroïque, solaire, qui a un peu toutes les qualités, c'est presque une Marie-Sou dans cet univers-là, c'est Sarah Harding. Pour Thorne, quand même, je trouve que, il monte en puissance tout au long du bouquin et à la fin, il porte lui aussi un discours. C'est lui qui conclut le livre. Suite à une énième tirade de Malcolm, Thorne prend la parole et remet l'église au milieu du village. Il convoque la notion de bon sens par rapport à la théorie et à l'érudition, et qui, au final, est la conclusion de tout le diptyque, quoi. Donc, je trouve je le vois pas tant comme un personnage secondaire. Bon, en tout cas, c'est un personnage qui monte en puissance en termes de portée du discours tout au fil du livre.
Et pour le côté effectivement féministe des personnages de Sarah et de Kelly, oui, je suis d'accord, et je pense que c'est quelque chose de plutôt bienvenu, surtout suite à un de ses précédents livres, Harcèlement, où il avait été pas mal attaqué là-dessus sur la manière dont il avait choisi d'orienter le scénario de ce livre-là. Il répond là, effectivement, de la meilleure des manières, je pense, avec ces deux personnages féminins dans l'histoire du Monde Perdu. Oui, c'est vrai, tu as raison. Thomas, sur le Monde Perdu, tu avais des remarques ? Tu disais tout à l'heure que tu l'avais préféré parce qu'il y avait plus le côté aventure. Alors oui, les personnages sont certainement un peu moins charismatiques, effectivement, moins bien écrits peut-être que dans le premier film, hein, mais bon, j'aime bien l'aspect, on va dire, découverte, l'aspect jungle, voilà, puis des scènes un peu comiques, hein. C'est vrai que je m'en souvenais plus avant que vous en faites part, mais les T-Rex qui se soulagent plusieurs fois effectivement près du laboratoire, au niveau des caravanes, effectivement, ça ajoute un peu une émotion qu'on n'avait pas forcément dans le premier, je trouve. Bon. Au niveau de la fin de Monde Perdu, je la préfère à celui du film. Le film qui se termine dans la ville m'impressionne moins que l'évacuation de l'île du Monde Perdu, le roman. Je regrette que ça ne s'est pas terminé comme ça d'ailleurs dans le film. C'est vrai que toute la partie aventure sur l'île, en tout cas toute la mise en place quand ils arrivent, quand ils montent leur camp, quand ils recherchent Levine, enfin limite on a envie d'y être, quoi. Enfin moi j'aurais bien lu ça, ouais, tout à fait, ouais. 50 pages de plus où ils observent les dinosaures et ils vivent au milieu d'eux avant que ça commence à basculer. On dit que c'était un peu plus parce qu'en plus, c'est des passages très bien faits. Néanmoins, il y avait moins de surprises, mais je trouve niveau surprise, peut-être qu'il y en a moins directement, mais je trouve que voilà, on a quand même envie d'en savoir plus. Voilà, il y a cet esprit quand même enquête, hein, qui, moi je trouve qui est tout le long du film en fait, hein, parce que bon, ils se rendent au niveau des dinosaures entre guillemets, ils découvrent des choses. Bon, le roman a été critiqué négativement, hein, quand même dans l'ensemble, me semble-t-il. Non? De retours critiques, il y a eu moins de succès, mais oui, quand même, me semble-t-il. Oui, ah oui, il a été moins bien reçu dans l'ensemble. Je trouve que c'est pas forcément justifié, hein, parce qu'en fait l'ambiance est quand même assez différente et bon, le fait que ce soit une œuvre peut-être de commande a peut-être moins aussi intéressé les personnes à aller le lire, dans le sens où ils attendaient peut-être plus le film de Steven Spielberg pour essayer de savoir la suite. Je disais, c'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, ici, le bouquin, il est sorti dans un tout autre contexte parce que entre le livre 1 et le livre 2 de Crichton, il y a eu l'explosion du film au cinéma. Donc, il y a eu des attentes et, comment dire, ça a toujours été clairement. Enfin, il me semble que quand le bouquin a été annoncé, que Crichton ferait une suite, il semblait acquis que cette suite allait être adapté au cinéma aussi. Et en fait, un truc ici qui est très marquant, je trouve, parce que je suis sûr que beaucoup, du coup, ont lu Le Monde Perdu après avoir découvert Jurassic Park au cinéma. Et donc, en se basant sur une base filmique, tu arrives sur un personnage d'Ian Malcolm qui n'a absolument rien à voir avec le personnage du premier film de Spielberg. Donc, je peux comprendre que ça ait un petit peu moins plu. Et c'est très intéressant de voir tous les choix en fait que Spielberg a opéré pour adapter ce bouquin-là. Parce que quand tu prends Jurassic Park, que ce soit en livre ou en film, techniquement, c'est la même histoire racontée un petit peu différemment. Mais on ne peut pas du tout tirer cette simple comparaison entre les deux versions du Monde Perdu. Tant le propos... la base du propos est tout à fait autre. D'ailleurs, que ce soit, enfin, dans le bouquin, c'est démontré la théorie de l'extinction pour Malcolm, il me semble, qui est mis en avant comme enjeu. Et alors que dans le film, c'est plutôt il faut empêcher InGen de refaire une connerie et d'ouvrir un nouveau parc. Donc c'est vraiment des choix très différents, des choix qui ont été opérés pour le premier roman. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. On voit bien la proximité entre le premier roman et le premier film. Il y a des choix d'adaptation qui ont été faits, c'est vrai, mais qui sont aussi liés à des impossibilités techniques, hein. Et si on avait vraiment voulu adapter fidèlement le roman en 1993, ça aurait été quand même très très compliqué. Ils ont déjà réussi un certain nombre de prouesses avec ILM. Et par contre, il y a une différence assez majeure entre le deuxième roman et Le Monde perdu de Spielberg. Dans Le Monde perdu de Spielberg, il y a quand même tout un message écologique. D'ailleurs, Malcolm le dit à Hammond en disant qu'il est passé de capitaliste à écologiste en quelques temps seulement. Et alors que dans le Monde perdu de Crichton, il y a pas on insiste beaucoup plus sur la dimension aventureuse. Tu as raison sur toute la réflexion en lien avec l'extinction. Et puis, il faut pas oublier aussi, on n'en a pas encore parlé, que il y a aussi Biozin avec Dodgson qui sont présents dans le récit et qui sont les principaux antagonistes. Et alors qu'il en est pas du tout question dans Le Monde perdu de Spielberg. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu vois que Crichton a voulu faire revenir son antagoniste de son premier bouquin, alors que si Dodgson et par extension Biosyn apparaissent dans le premier Jurassic Park version cinéma, là ici Spielberg il a choisi plutôt de faire poursuivre côté InGen et quelque part le Dlo renvoie un petit peu au John Hammond du premier bouquin. Il en reprend un peu le côté plus calculateur, capitaliste, comme ça. Oui, oui. Alors que c'est vrai que dans le premier film de Spielberg, Hammond est beaucoup plus sympathique. En fait, ils ont gardé d'Hammond essentiellement certains aspects qu'on avait dans le roman, qui était le fait que ce soit un grand enfant. Mais dans le roman, ça peut être un grand enfant capricieux, irresponsable, etc. Alors que dans le film, c'est plus le grand enfant qui a envie de rêver, d'émerveiller le monde entier. Et tu as raison, les caractéristiques négatives d'Hammond, elles sont vraiment données à Ludlow dans le film numéro 2 de Spielberg. Mhm. D'ailleurs, j'aime bien dans le premier bouquin comment, par moment, il ridiculise un petit peu John Hammond avec le fait qu'il n'est pas très grand et que donc, quand il est dans un siège, il a ses jambes qui pendent, on dirait un enfant capricieux. Crichton, il manque jamais l'occasion de tacler son grand vilain capitaliste dans son bouquin. C'est vrai que c'est un aspect intéressant, comment à partir d'un même matériau et d'une même histoire, on peut raconter des choses différentes. Et la vision de Crichton et la vision de Spielberg sur Jurassic Park sont pas opposées, mais ils veulent pas raconter les mêmes choses. Et c'est cristallisé effectivement dans le personnage de Hammond, qui est cynique d'un côté, alors que je le pense sincère de l'autre. En tout cas sincère dans le film, dans les raisons pour lesquelles il ressuscite les dinosaures. Et les deux œuvres finalement n'ont pas de ma vision, les mêmes messages, les mêmes intentions et les mêmes propos. Oui, et par exemple pour Le Monde perdu, dans son adaptation cinématographique, il y a une fascination chez Spielberg depuis longtemps pour King Kong, et donc la dernière partie du film à San Diego, qui n'a vraiment aucun lien avec le roman de Crichton, est vraiment un hommage qu'il a voulu rendre justement à King Kong, alors que je sais que ça peut prêter à discussion, cette fin. C'est à la fois intéressant parce que ça donne une portée encore plus grande finalement à ce qui était contenu jusqu'à maintenant sur les îles. Et en même temps, ça peut sonner un peu faux si on s'en tient à ce que Crichton cherche à nous montrer dans son récit, parce on a parlé des références, il y en a une autre aussi. Qu'on peut mobiliser parmi les références littéraires, c'est l'île du docteur Moreau, avec des expériences qui sont menées par une sorte de savant fou et qui font que des animaux vont être dotés au moins pendant un certain temps d'une certaine intelligence et conscience humaine. Et là, il y a clairement cette volonté de dire aussi bien c'est un monde perdu comme Conan Doyle, donc un monde qui est à l'extérieur du monde que l'on connaît et qui va être à l'abri des regards les plus intrusifs. Il y a cette dimension-là dans le roman Le Monde perdu de Crichton, mais il y a aussi un peu l'île du docteur Moreau,
où on se pose d'ailleurs la question dans le récit, et ensuite ils ont quand même repris un peu cette idée-là avec l'Indominus Rex dans Jurassic World, c'est qu'ont-ils fait quand même à certains animaux qu'ils ont créés, parce que par exemple les Carnotaures, à aucun moment dans le roman on ne sait si c'est une capacité qu'ils avaient vraiment autrefois pendant leur ère d'existence, ou si c'est InGen qui, en essayant de les recréer, leur a donné volontairement ou involontairement cette capacité de camouflage, par exemple. Alors, il me semble que c'est sous-entendu au début du roman. On parle d'un fossile de Carnotaure avec une empreinte de peau. Et Levine commence une phrase pour sous-entendre qu'il y a un truc bizarre sur les empreintes de peau qui ont été trouvées. Et il la termine jamais. Et moi, j'ai fait le lien avec le fait qu'on découvrait plus tard qu'il pouvait changer de couleur. Ah oui, d'accord, oui, tu dois avoir raison. Oui. Un peu comme dans le premier bouquin, justement, c'était avancé que le Dilophosaure crachait. C'est quelque chose qu'on a découvert parce qu'on ne sait rien de ces animaux en les étudiant dans la roche. On ne sait pas comment ils se comportaient vivants, et que c'est quelque chose qu'ils ont découvert après l'avoir cloné, en fait. Oui. Oui, là, pour le coup, c'est sûr. Oui. Ça, c'est d'ailleurs un aspect, je trouve, assez sympathique des deux romans de Crichton, c'est qu'il fait en quelque sorte de la paléofiction, et mais en étant tout à fait conscient, et il montre bien que, de toute façon, les fossiles nous apprennent une partie seulement de ce que ces animaux pourraient nous montrer. Il y a tout un propos là-dessus dans Le Monde Perdu avec Malcolm qui dit on ne sait rien du comportement des dinosaures à partir des seuls fossiles, et on voit que Crichton a quand même un certain plaisir à doter un certain nombre d'animaux, notamment les théropodes, de caractéristiques qui sont pour le moins originales, comme le Dilophosaure ou le Carnotaure. Tout en, ça m'a marqué ici dans ma relecture, tout en n'hésitant jamais à appuyer la comparaison avec les oiseaux. Et je m'étais jamais rendu compte avant à quel point, en fait, les romans et un petit peu les films aussi ont contribué à faire diffuser l'avancement des recherches sur la paléontologie, et le fait avéré que les dinosaures les oiseaux sont des dinosaures. Tout le côté évolutif ici, toute cette acceptation que ce ne sont pas des lézards, pas des reptiles, mais bien des dinosaures plus proches de nos oiseaux, c'est très marqué dans le bouquin, et je pense que le bouquin a dû jouer un rôle quand même dans la propagation de cette information et son acceptation auprès d'un plus large public. Oui. C'est un parti pris, je pense, par rapport aux recherches de cette époque-là. Et il se trouve qu'ils avaient raison, mais ils auraient pu avoir tort, et puis on aurait moins parlé. Là, on va dire qu'ils ont eu du flair, je pense. Mais justement, vu qu'il était très documenté, Crichton, il avait travaillé avec, c'était Jack Horner qui avait servi comme inspiration d'ailleurs pour le personnage de Grant dans son roman, je pense. Je sais plus. J'avais noté. Oui, je pense. En tout cas, Grant dans la fiction porte les théories de Jack Horner. Qui avait bossé avec Crichton aussi comme consultant sur le bouquin, il me semble. Mais il n'y avait pas que sur le film, il avait déjà un petit peu échangé avec Horner à Berkeley. Me semble-t-il, j'avais lu tout à l'heure un résumé de la biographie de Crichton, et c'est marrant parce que du coup, Berkeley est constamment cité dans les deux romans aussi. Ouais, peut-être. Je situe pas Berkeley. Je sais que dans le deuxième roman, c'est une université au Texas, mais je sais plus. Mais c'est ça, et en fait, c'est à cette université-là qu'il a rencontré Jack Horner, et qu'il a pu se documenter auprès de lui pour justement appuyer tout. En tout cas, j'ai vu ça dans le résumé que j'ai lu tout à l'heure, pour appuyer ses recherches, pour ancrer un maximum son récit dans le réel. Oui, c'est fort probable. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, où il passait la majorité de son temps à se renseigner sur un sujet, effectivement, il allait rencontrer les sachants sur ce sujet-là, et il a rencontré notamment la personne qui avait découvert les premières traces de sang dans de l'ambre. Il était allé lui poser des questions. Georges Poignard, il s'appelle, cette personne-là, et il savait pas trop qui était Crichton, et il se souvenait de sa visite, et quelques mois ou quelques années plus tard, il a vu sortir le livre Jurassic Park, et il a compris, quoi. Donc oui, Crichton, il faisait pas que lire des bouquins, il allait aussi rencontrer les gens pour
pour s'inspirer de leur savoir et de leur découverte, ouais. Ok, même question que tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait un autre point sur le monde perdu que vous vouliez aborder? Penser, sur le retour de Malcolm, c'était sûrement aussi une demande, des éditeurs peut-être, peut-être en lien aussi avec une volonté cinématographique, de faire revenir le personnage. Peut-être ça avait été soufflé, par Steven Spielberg, parce qu'il avait, pensé déjà à une suite. Oui, de capitaliser sur l'incarnation du personnage par Jeff Goldblum qui avait été vraiment marquante et Oui et donc, qui pouvait être un avantage pour la suite. Oui, pourquoi pas? on va dire un roman, hein, qui, si le film avait déjà été assez tôt pensé avec un personnage principal comme Ian Malcolm pour faire un raccord quoi, enfin peut-être, hein, je pense que c'est une possibilité. Derrière en fait, il n'avait pas été le seul décideur là-dessus. Comme c'est une, comme Cas, ce c'est qui une est œuvre de sûr, commande, c'est que Spielberg voulait vraiment hein, que Crichton n'abandonne pas Jurassic Park. Et même si c'est vrai que son adaptation n'est pas très fidèle au roman, il estimait que c'était important d'avoir une base en fait littéraire sur laquelle s'appuyer pour développer le scénario. Et on voit bien d'ailleurs dans la suite de la franchise que pour Jurassic Park 3, ils ont beaucoup souffert de l'absence d'œuvres littéraires. Ils ont beaucoup tourné autour du scénario. Il était encore en cours d'écriture quand le film était déjà tourné, alors que là, pour Le Monde Perdu, il n'avait pas cette difficulté. à la base, il me semble qu'il avait commencé à travailler sur Jurassic Park 3 en tant que scénariste peut-être, non? Il y avait pas une histoire comme ça? Ouais, je pense pas qu'il y ait eu de projet de bouquin de Jurassic Park 3, mais probablement qu'il avait été consultant sur le scénario, ouais. C'est ça, oui. Ouais, il me semble qu'il s'est barré quand il a vu que ça, en fait, ça pouvait rien conduire d'intéressant. Il avait l'impression qu'on avait fait le tour de la question. Ouais, possible. Dans la suite de sa carrière, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup rappelé Jurassic Park par son thème, par sa structure, par ce qui s'y passe. C'est La Proie. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Non. Alors, ça parle pas de dinosaures, c'est une autre menace conçue dans un laboratoire et qui finit par s'échapper et tuer des gens. Et de la même manière, ça se passe dans un huis clos, un endroit confiné où des personnages sont coincés en compagnie de cette menace-là et doivent trouver le moyen de la neutraliser, de s'en sortir. Et en le lisant, alors je l'ai lu il y a quelques années, je l'ai plus vraiment trop en tête, mais j'avais trouvé beaucoup de similitudes avec le roman Jurassic Park et de fait, je l'avais plutôt apprécié. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un de ses derniers textes, hein, parce qu'il a été publié au tout début du 21e siècle et Crichton est mort en 2008. Et il y a une réflexion dans ce texte aussi, de nouveau un peu comme Jurassic Park, sur la difficulté ou le danger à se servir de technologies qui sont très récentes. C'était la génétique dans Jurassic Park. Et dans La Proie, il y a toute une réflexion aussi sur les nanotechnologies. Et il se montre assez sceptique, Crichton, quant à l'utilisation des technologies. En fait, lui, de nouveau, il n'est pas opposé au fait qu'on puisse faire avancer les sciences et les connaissances, mais il estime qu'il faudrait qu'il y ait peut-être un temps avant de commercialiser certains produits ou de les rendre accessibles à tout le monde, parce que on a besoin quand même d'un recul critique pour établir leur caractère dangereux ou non. Oui, tout à fait. Effectivement, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'absolu, c'est pas forcément la science le danger, mais l'usage qu'on en fait, ouais. Et entre quelles mains on la met. Ok, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bah oui, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses différentes sur les deux textes. On va pouvoir conclure, donc n'hésitez pas à relire les livres à l'occasion de leur réédition. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à prolonger l'expérience avec un autre livre de Crichton, que ce soit dans Deux Dragons ou La Proie dont on vient de parler. Que tu m'as très donné envie de lire d'ailleurs. Je m'en doutais. C'était l'objectif. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas non plus à nous laisser des commentaires, à nous donner votre avis sur les romans Jurassic Park et Le Monde Perdu. Pour notre part, donc on se retrouvera d'ici un mois, peut-être un peu plus d'un mois, pour parler de Jurassic World Renaissance. Je pense qu'on se laissera quelques semaines après sa sortie avant d'en parler en podcast. On aime bien avoir un petit temps de réflexion.
D'ici là, profitez bien de la sortie du film. Et puis Nicolas, encore merci de nous avoir accompagnés pour ce podcast. C'était très intéressant d'avoir tes idées sur le sujet. Merci à vous, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ces deux textes que j'aime beaucoup. Moi, j'ai une affection encore plus grande pour le premier, Jurassic Park, qui est un texte vraiment que je trouve de qualité, aussi bien un récit d'aventure qu'une belle réflexion bioéthique et philosophique sur des sujets qui restent d'ailleurs d'actualité. Donc, c'était un plaisir de participer au podcast jurassicpark.fr, de nouveau que je suis depuis longtemps. Donc, merci à vous. Merci, le plaisir était partagé. Et puis donc le 12 juin, on pourra lire la préface que tu as rédigée pour Jurassic Park. Voilà, c'est ça. Merci à tous les trois, et puis à bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir.